Ce webinaire consacré aux indicateurs de développement économique. Nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants ce matin qui sont ici présents avec nous. Ce séminaire n'est pas le premier ni le dernier. Il se tient dans le cadre d'un cycle de webinaires organisé par FrancePat, par les équipes techniques de FrancePat sur des sujets divers et variés. J'annoncerai le suivant tout à l'heure. Pour celui-ci, j'ai le plaisir d'accueillir dans l'ordre Élodie Blanchard, qui est directrice de la Ceinture verte des terroirs de la Haute-Vienne, Philippe Sommer, directeur de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine, et Emma Plouchard de TRAM, chargée d'études transition alimentaire dans les territoires. L'atelier consacré aux indicateurs de développement économique se veut un outil pour inspirer les réflexions de celles et ceux qui, chargés de mission PAT, souhaitent avancer et aller plus avant dans la reconnaissance et la mesure des critères en matière de développement économique. Ces critères sont les plus délicats pour la plupart d'entre vous à obtenir. Ils font parfois l'objet de programmes de recherche externes. Nous sommes plusieurs à avoir en tête le projet Platform Food, qui est le projet de plateforme de données, méthodes et dispositifs pour l'analyse et l'évaluation quantitative des systèmes alimentaires territorialisés. C'est le plus scientifique qui associe donc des chercheurs et des praticiens. Mais ces méthodes-là n'ont pas le mot du cœur, si l'on peut dire. Et plusieurs organisations agricoles, telles que celle de ce matin, s'emploient à essayer d'évaluer les actions qui sont menées en matière économique. Quand on parle d'actions de développement économique, de quoi parle-t-on? Les PAT ont des actions qui sont menées en propre, elles-mêmes, par le porteur du PAT, donc la plupart du temps une intercommunalité, parfois une commune, parfois un département. Mais la plupart d'entre elles mettent en œuvre des actions qui sont indirectes et qui mobilisent des acteurs qui eux-mêmes vont réaliser des actions. Un des enjeux, c'est donc de savoir comment ce PAT, de manière directe ou indirecte, peut obtenir des résultats en termes d'emploi, peut obtenir des résultats en termes de chiffre d'affaires, et c'est cela qu'on va observer. Celles et ceux qui, parmi vous, sont des PAT de niveau 2 ont été confrontés cet été à une nouvelle labellisation qui approche ce sujet des indicateurs de développement économique, notamment au travers des indicateurs de transformation et de distribution, avec par exemple l'action sur le nombre de structures de distribution de produits durables et de qualité créées ou maintenues, avec le nombre de partenariats engagés tout simplement avec des structures de distribution GMS. Dans d'autres critères, on va retrouver dans l'emploi le nombre d'emplois créés dans le cadre de projets en lien avec le PAT. Mais vous voyez que ces indicateurs sont un peu éparses. Et donc, on s'est dit dans ce séminaire qu'on n'allait pas partir d'en haut et des critères de labellisation, mais plutôt d'en bas et de savoir comment des partenaires de politique agricole et alimentaire locale pouvaient venir nourrir ces indicateurs. Élodie Blanchard, qui va me succéder dans une minute, va nous parler d'indicateurs de revenus de qualité, indicateurs de revenus équitables, en expliquant en quoi c'est équitable et en quoi ces indicateurs peuvent ressortir. Philippe Sommer va pouvoir nous parler d'indicateurs de richesse directe associés à la production au travers du réseau des coopératives qu'il dirige. Et enfin, Emma Plouchard va pouvoir nous parler des indicateurs de richesse indirecte de la production qui ont été créés via les magasins de producteurs. Sans plus attendre, je passe la parole à Élodie. Élodie, si tu peux nous dire bonjour pour qu'on vérifie ta connexion. Je ne t'ai pas encore entendu ce matin. Bonjour à tous, en effet. Vous m'entendez? Très bien, Eh ben, super. Eh bien, Élodie, je vais passer les diapos pour toi, donc tu n'hésites pas à me dire quand est-ce que je les passe. ok, eh ben, on va commencer comme ça, on sera dans le timing que tu nous as donné.
Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Élodie Blanchard, donc directrice de la coopérative des terroirs de Haute-Vienne et bientôt de la coopérative Centre-Vienne. Donc, on a une coopérative d'installation de producteurs. Donc, on va passer la première diapo. Voilà, aujourd'hui, Florent a fait l'introduction, mais l'idée était de revenir sur l'impact économique des fermes du modèle ceinture verte et plus globalement de l'impact des ceintures vertes sur les territoires sur lesquels on était implanté. Donc voilà, ça m'a fait un état de l'art de ce qu'on avait ou ce qui nous manquait éventuellement aussi à venir. Allons-y. Donc déjà, le premier point, c'était pour que vous soyez tous au même niveau d'information. Donc, en 4 minutes, les coopératives ceinture verte, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc qui rassemblent des acteurs amont et aval de la filière de production maraîchère. Donc, on va trouver à l'amont des structures telles que les lycées agricoles, des chambres d'agriculture, des structures de développement, à l'aval des collectivités, des transformateurs, des restaurateurs et des habitants. Euh, Ce collectif a pour ambition de pérenniser des personnes en maraîchage, d'installer et de pérenniser des personnes en maraîchage biodiversifié de façon viable et vivable, afin de relocaliser une partie de l'alimentation sur le territoire. Et ça, c'est le cœur de métier. Et puis, pour que finalement nos producteurs soient pérennes, on a aussi comme ambition de soutenir la structuration de la filière au sein des territoires sur lesquels on est implanté. Et donc, pour répondre à la première partie sur l'installation, les coopératives Ceinture Verte, leur principale mission, en tout cas la première mission, c'est de trouver du foncier qui correspond correct pour produire et d'installer des fermes à peu près clés en main qui sont toutes sur le même modèle partout en France. Donc sur à peu près 2 hectares, on installe 1500 mètres carrés de serre, un tunnel de stockage de 150 mètres carrés, un bâtiment de stockage froid et de lavage d'à peu près 50 mètres carrés, et tout le système d'irrigation qui permet d'avoir une certaine surface de plein champ. Et donc, en parallèle de cette offre, on a un accompagnement en même temps dans le package d'accompagnement technique pendant 3 ans où les producteurs qui s'installent sur ces fermes peuvent avoir voilà, du conseil à la fois avant leur installation, puis après du suivi pendant toute leur installation pour permettre de faire leur meilleur choix et d'être le plus, on va dire, rentable sur leur ferme puisque c'est l'ambition, c'est que ces personnes puissent vivre correctement de leur métier et en même temps avoir du temps pour eux. Donc en France, il y a 8 coopératives ceinture verte qui sont actives à ce jour. Donc sur la petite carte, je ne sais pas si vous avez des écrans plus ou moins petits, on les voit plus ou moins bien. On a 4 coopératives en création encore cette année, dont la première qui va voir le jour, enfin la première, en tout cas celle du moment, elle va être créée ce soir à 18 h à Poitiers. On a 16 fermes qui ont été créées, 12 fermes qui sont en activité et 3 encore en construction. Donc la contrepartie de ces fermes, pour les maraîchers qui s'installent, c'est une location. Donc ils ont une cotisation et un bail rural avec un certain montant qui est progressif sur les 3 premières années pour arriver au bout de la troisième année à 9 000 euros par an, dont un certain montant de part sociale, mais ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. L'objectif étant qu'ils n'aient pas de frais d'investissement, qu'ils n'aient pas de problème en gros avec les banques pour avoir une ferme qui doit leur permettre d'être rapidement rentable et de leur permettre de sortir voilà, un salaire au bout d'un petit nombre d'années qui va être variable quand même d'une personne à l'autre. Donc voilà pour le panel de qu'est-ce que la ceinture verte. Donc on va rentrer dans les résultats puisqu'on a quand même plusieurs coopératives. Donc Florent, tu peux passer la diapo d'après. Donc, depuis 2020, donc 2020 était la première année d'installation pour un certain nombre de maraîchers. On va dire qu'ils sont deux pour qui étaient vraiment installés en 2020. Donc aujourd'hui, on en a 15 installés, dont je vous ai mis la petite nuance, certains qui sont déjà en binôme, donc ils sont installés en GAEC, et deux qui sont partis pour des raisons personnelles pour rejoindre leur famille finalement euh, au bout de 2 ans d'installation. Donc, j'ai essayé de chercher des chiffres qui pouvaient être comparables et en réalité, ce n'était pas simple puisque les comptabilités ne sont pas toutes exactement faites pareil, notamment pour tout ce qui va être amortissement. Et donc, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait comparer entre eux et après avec d'autres fermes. Donc, je vous ai mis en comparaison des résultats économiques de fermes maraîchères qui ont été suivies par AgroBio Périgord, la Chambre d'agriculture, là, il y a une coquille, c'est pas 23, mais du Périgord, de la Dordogne, Serre France et la Maison des paysans.
Donc, qu'est-ce qu'on a constaté pour nos premières années d'installation, deuxième année, troisième année? On a constaté qu'on a des producteurs qui avaient des chiffres d'affaires et des revenus différents selon s'ils étaient mécanisés ou pas. Donc, ce que vous pouvez voir dans le premier tableau. Alors, j'ai une question. Florent, il faudra que tu me lises les questions parce que je les vois s'apparaître, mais après elles disparaissent. Donc, je finis de cette diapo et après, je ne sais pas. D'ailleurs, les questions, on les prend maintenant ou tout à la fin, Florent? On les prend, les questions de compréhension, on les prendre au vol, et puis plutôt les questions globales sur le fonctionnement à la fin de ton intervention, D'accord. à la fin de chaque Ok, bon, je intervention. finis la présentation et si la question, j'ai toujours pas répondu à la question en expliquant les chiffres, on reviendra dessus. Donc, on a des chiffres d'affaires, voilà, où je vous ai mis par rapport à la cohorte des 15 producteurs, je vous ai indiqué la médiane supérieure, puisque donc médiane supérieure, ça veut dire que vous avez autant de maraîchers qui sont en dessous de ce chiffre d'affaires que de maraîchers qui sont au-dessus de ce chiffre d'affaires. Et ensuite, quand même, à titre d'indication, je vous ai mis la fourchette, celui qui avait le plus petit chiffre d'affaires et celui qui avait le plus grand chiffre d'affaires, et ainsi de suite pour chaque année d'exploitation. Et pour le revenu, c'est le revenu de l'installé dont est indiqué le chiffre d'affaires. C'est pour ça que et vous avez des fourchettes en dessous à chaque fois qui indiquent quand même ceux qui sont au plus bas du chiffre d'affaires et ceux qui ont le chiffre d'affaires le plus important. Ce qu'on constate, donc par rapport aux maraîchers qui sont installés dans la Dordogne, leur chiffre d'affaires, donc c'était des 12 producteurs qui sont en moyenne installés depuis 7 ans, c'est-à-dire que entre 5 et 18 ans d'installation, et en moyenne 1,2 hectares cultivés, donc qui ressemblent aux coopératives, aux fermes Ceinture Verte. Les chiffres d'affaires étaient autour de 46 200 euros pour la médiane supérieure, et donc avec une grande variation quand même d'un producteur à l'autre, comme vous voyez dans la fourchette. Si vous observez nos résultats, enfin les résultats des producteurs installés en ceinture verte en deuxième année, en réalité, on constate que finalement, on a un chiffre d'affaires pour les mécanisés qui est similaire à ce qu'on obtient dans des fermes qui sont beaucoup plus anciennes en France installées dans la Dordogne. Pour le revenu disponible, c'est plus difficile, ce que je vous disais tout à l'heure, à analyser. Mais si on regarde les fourchettes, globalement, on reste dans des fourchettes, notamment à partir de la troisième année, qui sont déjà équivalentes au revenu disponible maximum obtenu par le producteur qui est indiqué dans le tableau des 12 fermes de Dordogne. Donc concrètement, on a des trajectoires économiques qui, pour l'instant, au niveau de la cohorte qu'on a, ça reste un petit échantillon, hein, on n'a pas non plus encore 20 fermes, qui sont significativement accélérées, puisqu'on voit que dès la deuxième année, un certain nombre d'entre eux arrivent à obtenir à minima les chiffres d'affaires de certains producteurs bien plus anciens qu'eux et meilleurs des fois qu'eux. Et pour le revenu disponible, c'est plus délicat à analyser pour l'instant. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a au-delà du revenu des indicateurs, et ça va être la diapo, ça va rebondir sur la diapo d'après, qui sont aussi tout intéressants à avoir, notamment les indicateurs plus sociaux, puisque je considère que les coopératives Ceinture Verte offrent réellement un confort moral et psychologique, puisque au-delà des risquages financiers, elles permettent dans leur conception, d'avoir aussi du temps pour soi. En effet, Florent, tu peux passer la diapo d'après, s'il te plaît. Sauf s'il y a une question auquel j'ai pas répondu. La personne qui avait fait la remarque. On t'entend pas, Florent. Non, j'invite la personne qui, la question dont il était enfin, j'invite la personne qui pose la question de compréhension à l'exprimer. Oui, bonjour. En fait, vous avez parlé quand vous avez présenté le modèle des SCIC, ceinture verte, vous avez parlé d'un nombre de fermes actives et d'un nombre de fermes créées. Il y a un delta Oui, entre les deux. Est-ce que ce sont des cessations d'activité? Et si oui, par quoi on les explique? il n'y a aucune cessation d'activité pour l'instant. C'est uniquement parce qu'on a des fermes qui sont vides, c'est-à-dire qu'on a créé plus de fermes pour l'instant que de fermes où il y a des gens qui sont installés dessus. Ah oui, ok, d'accord. Les deux personnes qui sont parties, il y en a un qui est retourné en Suisse et l'autre en Charente parce que finalement, ils étaient trop loin de leur famille. Les fermes ont été reprises dans la foulée par quelqu'un d'autre. Donc, on a juste des fermes vides. En attendant, en fait, on fait de la communication pour de nouveaux installés. Ok, Voilà, merci. de rien.
T'en prie, Elodie. Donc, je continue pour pas perdre trop de temps. Donc, voilà, il y a d'autres au regard de ce que j'ai analysé par rapport à la Dordogne, puisque finalement, c'est le travail que Florent nous a demandé qui m'a permis de mettre les mains un peu plus dans le cambouis. En effet, il y a d'autres indicateurs économiques, mais peut-être que les autres collègues en parleront mieux que moi, qui pourraient être plus pertinents, notamment l'EBE, l'excédent brut d'exploitation par unité de travail humain. Le chiffre d'affaires par mètre carré, on a commencé à le faire, mais c'est pas facile d'analyser finement tous les mètres carrés utilisés, ou le chiffre d'affaires par unité de travail homme. Ça, je pense que c'est très pertinent à faire et je l'ai pas calculé là, j'avoue. Et au niveau social, moi, ce que je trouverais pertinent, c'est le nombre d'heures passées par semaine, la pénibilité, le nombre de jours de congés par mois ou par an, en sachant que dès la deuxième année, tous nos producteurs, il n'y a pas eu une seule exception, ont pris au moins 2 semaines de vacances pendant l'été et au moins une semaine en hiver. Souvent, la plupart, comme c'est souvent des binômes sur ces fermes-là, il faut être 2 UTH très rapidement. On arrive à vraiment avoir des jours de congé dans la semaine, des vrais week-ends. Donc voilà, pour nous, c'est une certaine réussite. Et le dernier petit point avant que je clôture ce sujet, c'est qu'en effet, on a d'autres impacts économiques, mais plus à l'échelle des territoires, puisqu'on travaille et on anime des projets de structuration, notamment des casiers réfrigérés avec plusieurs producteurs dans le Béarn, une légumerie à Clermont-Ferrand, un projet de commercialisation dans le nord Haute-Vienne. Donc, c'est des projets qui doivent permettre de créer de la valeur ajoutée sur les territoires d'implantation et pas que dans nos fermes. C'est vraiment aussi sur d'autres acteurs économiques, d'autres fermes et d'autres acteurs de transformation, par exemple, ou de commercialisation. Et pour l'instant, on n'a pas défini d'indicateurs, mais je pense que ce serait pertinent, notamment pour les territoires sur lesquels on s'implante. Voilà, merci beaucoup pour ce temps de présentation et on prendra les questions, je ne sais pas quand. Florent, je te laisse la main. Je te remercie, Elodie. Les questions, on a quelques questions de compréhension qui se poursuivent. Une qui devance celle que j'allais te poser. La plupart de nos auditeurs, auditrices sont des porteurs de pâtes. Donc, tu nous as parlé du revenu qui était généré et stabilisé, en particulier en maraîchage. Nous savons tous que c'est un problème. Donc, Emmanuel Mounier nous demande quelle est l'implication des collectivités porteuses de pâtes dans le dispositif Ceinture Verte. Donc, je colore sa question. C'est est-ce que ces dispositifs de pâtes, s'il y en a à Limoges, à Poitiers ou dans le Béarn, est-ce qu'ils sont venus chercher cet indicateur de revenus et ces niveaux de revenus dont tu nous fais état? Donc, l'implication des collectivités porteuses de pâtes, généralement, elles sont à l'initiative de la création des SIC, déjà, de prime abord. Et donc, elles prennent des parts dans la coopérative. Ça, c'est pour le côté juridique. Et elles pilotent les coopératives Ceinture Verte avec les autres acteurs qui la composent. Ensuite, par rapport aux revenus, en effet, quand j'étais porteuse du PAT qui a créé la coopérative Ceinture Verte en Haute-Vienne, le fait que la coopérative pouvait permettre de générer des revenus corrects et des chiffres d'affaires corrects rapidement sur des fermes maraîchères était on va dire, un des points qui a fait qu'on a choisi ce modèle-là de coopérative plutôt qu'un autre à soutenir. Parce que clairement, c'était un enjeu primordial que de permettre à des personnes de vivre correctement de leur métier, notamment en maraîchage, mais c'est vrai pour tout, et de permettre qu'ils puissent se sortir voilà, du temps aussi pour eux. C'est l'ambition en fait que les structures porteuses de pâtes ont quand elles poussent à la création de coopératives Ceinture Verte. Mais personne n'est encore revenu pour me demander des chiffres concrets. C'est la première fois qu'on on va sur cette question-là, mais je pense que si j'étais restée peut-être au PAT, j'aurais trouvé ça pertinent qu'on redonne des chiffres concrets. Quels sont les débouchés sur ces fermes? Alors actuellement, les débouchés sont très diversifiés. On a des marchés de plein vent, des paniers, des restaurants, un peu d'écoles, mais encore très très peu pour l'instant. On essaye de travailler avec les écoles, mais c'est pas concrètement, on n'a pas encore de très belles réussites à mettre en avant, mais ça fait partie des initiatives qu'on essaye de mettre en place à chaque fois qu'on a quelqu'un qui s'installe. On organise des rencontres, on organise voilà, des choses pour fluidifier un petit peu. Et dans la transformation, pour l'instant, pas trop, puisque finalement, nos producteurs, avec les choses plus simples, voilà, en circuit court très très simple, pour l'instant, personne n'a eu besoin de transformer ses produits. Mais plus ils vont être nombreux et plus la question va se poser de toute façon. De rien.
Il y a Florent? une question qui ne t'a pas été posée encore, Elodie. C'est dans le modèle ceinture verte, qui est donc une SIC, si on raisonne investissement et retour sur investissement à l'échelle d'un PAT, quelle est la part dans la recherche du foncier qu'a pu jouer ou que peut jouer une collectivité porteuse de PAT dans le modèle ceinture verte? On va dire que c'est le point le plus crucial au niveau réussite des projets des coopératives. En effet, la plupart des cycles avec lesquels qui sont créés, elles ont réussi à trouver du foncier grâce, la plupart du temps, dans la majorité des cas, grâce au travail conjoint réalisé avec les services des collectivités avec lesquelles elles travaillaient, puisqu'elles ont permis d'aller chercher du foncier public, notamment dans les territoires où on a des enjeux de foncier très chers, au Havre par exemple. C'est que du foncier public, ou à Paris, c'est que du foncier public qui est mis à disposition des coopératives pour s'installer. Et donc là, il y a un rôle très fort des structures, des collectivités pour permettre l'émergence de fermes concrètement ceinture verte. Et on travaille en amont beaucoup avec les services pour trouver ce foncier. Donc c'est un rôle, on va dire, souvent les collectivités mettent de l'argent dans la coopérative pour la prise de part de capital. Certaines vont mettre des subventions en plus, mais c'est très rare, on va dire. Pour l'instant, en tout cas, c'est très rare. Mais le plus gros travail qu'on demande en tant que fondateur de ces coopératives, c'est du travail actif pour nous aider à trouver du foncier. Mais c'est pas évident. En Haute-Vienne, on a vraiment du mal parce que le foncier public est très peu, on va dire, est très rare. Donc c'est très particulier. J'ai des questions. Est-ce que le modèle pourrait évoluer vers des surfaces un peu supérieures, de l'ordre d'une dizaine d'hectares? Oui, en effet, ça fait partie de la diversification là, des fermes ceinture verte. On a des projets, notamment sur Poitiers. On a une mise à disposition d'à peu près, on a 30 hectares, mais sur les 30, il n'y en a qu'un certain nombre qui pourront être irrigués. Et donc, il y a une question de se dire, est-ce qu'on fait plusieurs petites fermes ou est-ce qu'on fait une ferme légumière, on va dire, ou petite légumière, sur ces fermes-là? Et comment on accompagne les porteurs de projets, puisqu'on n'a pas beaucoup de porteurs de projets qui ont ce profil-là. Donc, ça fait partie des choses qui sont en cours de création, en tout cas de réflexion, pour voir comment on fait évoluer le modèle vers d'autres types de fermes. C'est vraiment quelque chose qui est à l'ordre du jour en France, puisqu'on est quand même maintenant nombreux en France, et même sur d'autres activités autres que le maraîchage. On a un projet de malterie voilà, vers Paris. Donc, il y a d'autres, et de apiculture plutôt dans le sud de la France. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, et ça, c'est fonction du territoire et des besoins du territoire. Quel est le coût moyen d'investissement pour la création de ces fermes? Le coût moyen d'investissement, c'est à peu près 200 000 euros. On est en fonction, sans compter l'ingénierie, on est entre 180 et 200 000 euros. Et ensuite, quand on coûte l'ingénierie et l'accompagnement, des fois, on dépasse, on est plutôt aux alentours de 200. Les dernières fermes, le coût a augmenté du fait de l'augmentation des matériaux, on est autour de 210 220 000. Quelle est la temporalité de la création d'une ferme depuis l'identification du foncier jusqu'au démarrage de l'activité? Eh ben, ça peut être très rapide. À partir du moment où on se dit que notre seule limite, c'est les contraintes administratives de déposer le permis de construire et de faire les demandes. Par exemple, si on a besoin de faire un bassin, on aura peut-être une étude à faire et donc un avis. Donc, une fois qu'on a ces délais-là, ça peut être, nous, les fermes qui ont été les plus rapides à être mises en place, on a mis 6 mois pour sortir ex nihilo une ferme. Donc, ça peut aller très, très vite. Ouh là là, il y a plein de questions. Hop, et je finis. Comment identifiez-vous les porteurs de projets? Eh bien, on a une collègue en interne, on est en binôme avec une collègue nationale qui fait le tour de tous les lycées agricoles, qui est sur les réseaux sociaux, qui publie, voilà, qui fait des rencontres sur notre site internet. Les porteurs de projets peuvent s'identifier comme bonjour, je suis juste un porteur de projet, pourrait-on parler de mon projet? Et donc, on a des porteurs de projets qui viennent spontanément vers nous. Et ensuite, dans toutes les coopératives, on est associé aux ADR, aux chambres d'agriculture qui ont des porteurs de projets qui viennent. Terre de Liens ne fait pas partie de nos coopératives parce on va dire qu'on est un peu des petites sœurs qui sont un peu la même chose. Mais par contre, on travaille ensemble dans le sens où, par objectif terre, on publie nos fermes. Donc, nos fermes sont sur Objectif Terre, nos fermes sont sur Le Bon Coin. Donc, les porteurs de projets aussi, si nous, on n'est pas allé vers eux dans les formations BPREA, ils viennent vers nous à travers leur recherche en général de terrain pour s'installer. Oui, les porteurs de projets ont vocation à rester sur le long terme. Ils ont
En fait, leur bail rural est calqué sur la durée d'amortissement de la ferme. Donc, c'est selon les modèles qu'on a eus. Les premières fermes, c'était sur 18 ans, deuxième ferme sur 20 ans, et là, les prochaines, elles vont être sur 25 ans. Donc, ils ont des baux ruraux de 18, 20 ou 25 ans selon les territoires pour l'instant. Donc, l'idée, c'est de les garder le plus longtemps possible pour que, qu'ils s'en fassent, qu'ils se l'approprient pour que, à la fois, ça soit leur outil de travail et à la fois pour que les coopératives Ceinture Verte deviennent des coopératives de producteurs. C'est-à-dire que notre objectif, c'est qu'au bout d'un moment, il y ait plus de producteurs que d'autres types de coopérateurs et qui soient vraiment à la manœuvre, puisque l'objectif est d'être vertueux, que les producteurs qui soient bien installés permettent des installations correctes pour d'autres producteurs. C'est quand même l'ambition in fine de ce type de coopérative. Sur Clermont, c'est Michelin qui a libéré des friches industrielles, il me semble. Je trouve ça être un signal très positif de l'intérêt des entreprises pour ce type de projet. En effet, le projet de légumerie, c'est avec Michelin. On l'appelle souvent en interne la légumerie Michelin, mais parce qu'en effet, c'est du travail avec Michelin. En effet, sur les territoires, il y a des entreprises qui ont vraiment la volonté de s'impliquer, alors plus ou moins fortement, soit juste en mettant de l'argent dans le projet soit concrètement, activement, en nous mettant en contact, en nous facilitant de l'installation ou de la production, voilà, comme pour Michelin. Donc ça, c'est en effet très intéressant de se dire que ces projets agglomèrent des acteurs publics, des acteurs privés qui se retrouvent sur une unique ambition qui est d'installer de façon viable et durable des producteurs sur son territoire. Et donc ça, j'avoue que c'est un fil conducteur qui assemble beaucoup de gens. Et quels que soient les bords politiques et quel que soit ce qui les anime économiquement. C'est assez intéressant. Je n'ai pas bien compris en quoi la SIC permettrait de meilleurs CA chez les maraîchers en comparaison du Périgord. En fait, ce qui a permis d'avoir des meilleurs CA, en tout cas des CA plus rapidement atteints, c'est que nous, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'ils ont des fermes qui sont productives tout de suite, c'est-à-dire que souvent un producteur, il va mettre 5 ans à atteindre son rythme de croisière et il investit. Il n'y en a pas beaucoup qui investissent 200 000 euros en arrivant. Et donc, ils avancent petit à petit dans leur outil de production. Et donc, ils montent petit à petit pour atteindre leur chiffre d'affaires de croisière. Et là, l'idée, c'est qu'ils n'aient pas à attendre 5 ans, c'est qu'ils aient l'outil qui soit suffisamment gros et dimensionné pour qu'ils puissent, s'ils sont bien... en général, on ne prend pas non plus des gens qui n'ont jamais fait de maraîchage, hein. Mais en gros, avec leur expérience et le conseil qu'on leur donne, ils ont un outil qui leur permet rapidement d'être efficaces. Et souvent, c'est ça. C'est la différence entre des producteurs qui s'installent tout seuls et nous, c'est que là, ils ont un outil. Ils n'ont pas 5 ans avant il ait sa taille, on va dire, suffisamment dimensionnée pour atteindre ses chiffres d'affaires. Et pour les débouchés, je pense que ça a joué. Moi, en tout cas, je sais que les producteurs qui sont installés avec nous, souvent, on les met en relation avec les débouchés qu'on connaît. Parce qu'on a des collectivités qui sont à l'intérieur, qui connaissent beaucoup de gens. Sur les territoires où on s'installe, en général, on fait des études d'opportunité. Et donc, on recense tout un tas de débouchés qui sont disponibles. En Haute-Vienne, typiquement, le maraîcher installé, le premier, il s'est retrouvé avec 100 kilos de courgettes à son démarrage et il me dit, mince, je ne sais pas quoi en faire. Et grâce à l'étude d'opportunité qu'on avait faite au préalable avant son installation, je lui ai donné un listing de voilà tous les restos que tu peux acheter parce qu'ils sont prêts à t'acheter des choses. En tout cas, il faut aller négocier peut-être les prix, mais en tout cas, ils ont dit qu'ils étaient motivés. Voilà toutes les cantines qui ont dit qu'elles voulaient nous acheter des légumes. Voilà des personnes qui ont dit qu'elles te prendraient des paniers si tu t'installais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut fournir sur les territoires où il y a besoin. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je ne sais pas si c'est la même personne. Si j'ai bien compris, c'est la collectivité qui investit au départ. Non, pas du tout. C'est la coopérative. En gros, imaginez que toutes les structures que je vous ai présentées tout à l'heure mettent de l'argent. Donc, ça va de 100 euros à 100 000, on va dire. C'est très variable. Et à partir de ce capital, on va voir les banques et on leur dit, bonjour, on aimerait bien investir pour installer des fermes maraîchères. Et on va chercher des subventions. Donc, en gros, l'investissement, c'est la coopérative, c'est l'ensemble des coopérateurs qui va chercher des subventions et du prêt bancaire pour soutenir. Et les subventions, ce n'est pas la collectivité. La plupart du temps, c'est comme des producteurs. À moins que votre collectivité ait des aides spécifiques, en général, c'est de la région, de l'État, du département, un peu d'agence de l'eau. Voilà. C'est comme ça que, pour l'instant, les modèles sont réalisés. Et puis, je Est-ce vais que la passer la personne qui a dernière levé la question main à veut Anne prendre Colli. la parole avant? Pardon, excuse-moi, Florent. Je faisais la même suggestion donc à Anne Colli qui a levé la main depuis tout à l'heure. Et puis ce serait Oui. la dernière question avant de passer à Philippe.
Je vous répondrai par écrit pour ceux qui ont écrit des choses, si vous voulez. Madame Colli? Bon, bah, si Anne-Colline ne se manifeste pas, on va passer à la suite. Et puis, Élodie, tu peux répondre Ah, au si, fil de l'eau si, je si tu crois le que souhaites. je peux répondre dans le chat, c'est ça que tu me conseilles de faire? Tout à fait. D'accord. Eh ben, je fais ça. Merci à tous pour ce moment et n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a mes coordonnées là qui sont pas affichées, mais qui restent sur la diapo d'après qu'on vous transmettra. Et tes coordonnées seront disponibles dans le replay, puisque dans la première image, avec vos visages, vos coordonnées mail sont inscrites en dessous. Donc, vous pourrez y accéder de cette manière-là, de toute façon. Nous passons la parole à Philippe Sommer, directeur de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Voilà les coordonnées d'Élodie. Pardon. Hop. Voilà. Oui, bonjour, merci. Alors, il y avait des slides avant, notamment sur le modèle impactaire. Oui, c'est après. Comme on s'était parlé de trois diapos, Philippe, C'est ça. Oui, non, mais j'ai rédigé. ça, c'est les résultats, mais je voulais le modèle, en fait, avant. Je les ai chantés, donc je vous laisse oui. les présenter Il y a plus que oralement, celui-là Philippe. Il n'y a plus que celui-là, alors, du coup? Il n'y a plus que celui-là pour démarrer. Ah oui, d'accord. OK. Il est plus Donc la coopération D'accord. OK, bon. agricole, Voilà. votre présentation. OK, très bien. Bonjour. Donc, Philippe Sommer, je suis directeur de la coopération agricole. Donc, la coopération agricole, c'est les syndicats des coopératives agricoles. C'est une autre forme de coopérative qu'on a vue tout à l'heure. Donc, les coopératives, hein, c'est aussi des modèles où les agriculteurs se mettent en organisation économique. Ils doivent être 7 et leur objectif, hein, c'est de valoriser la production de leurs exploitations sur le marché. Donc, c'est évidemment des structures qui sont, comment dirais-je, détenues par les agriculteurs majoritairement. En revanche, on peut aussi accueillir, et c'est intéressant dans les cadres des PAT, d'autres acteurs de type salariés, partenaires, collectivités locales. Ça, c'est important. Juste en quelques chiffres, c'est à peu près 250 COP en Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 2000 au niveau national. Alors, pourquoi je suis présent et merci de l'invitation. En fait, c'est pour faire le retour sur un travail qu'on avait fait avec un cabinet qui s'appelle Vertigo Lab, cabinet présent à Bordeaux, avec le soutien de la région sur l'ancrage territorial. L'idée, ça avait été en 2019, sur une étude qu'on a menée avec une dizaine de coopératives, de travailler sur le retour au territoire de l'activité économique des coopératives. Donc, on s'est appuyé donc, sur un modèle développé par le cabinet Vertigo, modèle qui s'appelle Impactaire, pardon. Il y a des questions? Non? Anne, je vous invite à couper votre micro, on va le faire parallèlement. Oui, Philippe, je vous laisse poursuivre. Pardon. Voilà. Du coup, donc c'est un modèle qui permet d'évaluer l'ancrage territorial, donc au travers de 3 indicateurs. L'indicateur économique au travers du chiffre d'affaires, un deuxième indicateur économique au travers de la valeur ajoutée, et un indicateur social au travers des emplois. Et en fait, on va travailler à évaluer l'effet multiplicateur. Donc, on a 1 million d'euros dans une coopérative, combien ça génère sur un territoire. Dans le cadre de cette étude-là, on avait défini le territoire comme étant la maille géographique régionale. Et en fait, comment fonctionne le modèle? On estime donc les impacts directs. Hein, donc, quand on a 1 million d'euros sur la coopérative, on a évidemment, on emploie des salariés, on va payer des fournisseurs, donc ça va faire un premier impact. Ensuite, chaque fournisseur va lui-même travailler avec des acteurs locaux sur son territoire, et les salariés vont aussi dépenser un certain nombre de
de valeur sur leur territoire avec leurs courses et leurs bâtiments, etc., etc. Et donc, on remonte comme ça la chaîne. Et l'effet multiplicateur, c'est la somme de toutes ces valeurs à partir du chiffre d'affaires généré par la coopérative. Et donc, vous avez sur ce tableau-là, en fait, le résultat donc à gauche sur les coopératives agricoles. Donc, ça a été fait donc à la base sur une dizaine de coopératives à titre individuel. L'idée était de caler le modèle. Et ensuite, ça a été extrapolé au niveau régional. Et donc, ça, c'est l'extrapolation sur l'ensemble des coopératives. Donc, on part d'un chiffre d'affaires de 6,859, pour être bien clair, milliards d'euros, qui est le chiffre d'affaires coopératif sur la Nouvelle-Aquitaine. Et on va appliquer cet effet multiplicateur, qui est de 2,15. Et donc, ça veut dire que pour 1 million d'euros dans une coopérative, il y a 14 728 qui va être généré sur le territoire en additionnant l'ensemble des effets indirects, enfin directs, indirects et induits. Ça, c'est le modèle. Et on a de la même façon le même effet sur la partie, on n'a pas multiplié à chaque fois, sur l'effet emploi. Donc pour 7299, bon, c'était le chiffre à l'époque qui avait été estimé, 7299 emplois dans les coopératives, ça soutient directement, indirectement, 105 000 ETP sur le territoire. Et ensuite, ce travail-là a permis avec Vertigo de travailler en comparaison interfilière, donc en travaillant sur des codes NAF. Et ils ont testé 62 filières différentes. On en a repris 3. Bon, la coopération agricole, alors on est un peu, enfin, ça a été plutôt positif puisqu'on est plutôt sorti assez haut dans le système, l'agroalimentaire général et l'aéronautique. Et on voit que la coopération agricole ressort de façon très élevée parmi les autres filières en termes d'effets multiplicateurs, que ce soit sur le chiffre d'affaires ou que ce soit sur l'emploi sur leur territoire. Au contraire de l'aéronautique, qui est très bas, mais qui s'explique assez simplement dans une coopérative. Le principe, c'est que la coopérative a fait travailler ses agriculteurs autour et qui sont dans un territoire plutôt très restreint, puisqu'en fait, on a un territoire obligatoire dans une coopérative. Et donc, l'effet multiplicateur va être très, très fort. L'aéronautique, quand il travaille, il y a effectivement une grosse usine. En revanche, tous les sous-traitants, tous les sous-ensembles, ils viennent de l'étranger, des États-Unis, de Chine, d'Angleterre. Et donc, en fait, l'effet multiplicateur, quand on le ramène au territoire, est assez faible. Voilà, donc ça, c'est l'effet. Philippe, oui. Une seconde, on a une question, j'espère, de compréhension. On coupe les présentations uniquement pour des questions de compréhension. Oui. Je rappelle la règle. De Sabine Julien de la Draft Normandie. Oui. C'était une erreur, pardon, désolé. Entendu. Alors, puisque quitte à être coupé, Philippe, la question sur une question de compréhension sur la comparaison des filières. Étant donné que la méthodologie est spécifique et a été faite par Vertigolab, qui est grosso modo spécialisé sur les questions d'économie, environnement, agriculture, qu'est-ce qui vous autorise quelque part à comparer votre méthodologie à des secteurs d'activité notoirement différents et quelle est la comparabilité? Alors, comment a opéré Vertigo en fait? Donc, sur la partie coopérative, ils ont calé le modèle sur une dizaine de coopératives, du territoire pour bien comprendre le modèle et comment ça fonctionne. Et après, sur les autres filières, effectivement, on n'a pas passé la même chose. Et en fait, ils ont travaillé sur les données INSEE qui sont calées au niveau national et régional. Et ils ont appliqué le modèle impactaire de façon macro. Alors certes, on n'a pas du tout la même finesse et la même, certainement précision sur ces filières-là, mais ça donnait quand même une estimation, on va dire, du rapport entre les filières. On ne sera peut-être pas effectivement à un même niveau de détail, comme on a pu le faire nous, en sachant qu'en plus le modèle coopératif est assez spécifique, puisqu'il n'y a pas de fournisseurs, en tout cas au sens réel, puisque ce sont les agriculteurs pour une partie. Donc ça a été bien calé. Mais ils ont pu extrapoler leur modèle impactaire, qui était déjà calé avant. Ils n'ont pas développé dans le cadre de nos études. C'est une méthodologie qui existe depuis 1973, qui vient des États-Unis. C'est le modèle, ce qu'ils appellent entrée-sortie.
développé par un prix Nobel qui s'appelle Vassili Leontiev, et donc qui préexistait. C'est juste qu'on a bien calé dans le cadre de cette étude La Trace avec Vertigo le détail, et on a développé derrière cela un calculateur en ligne qui permet, alors ça c'est plutôt pour les coopératives, mais en fonction de leur activité, en fonction de leur grande masse financière, permet de faire ce travail sur la partie calculatoire. Et effectivement, on en arrive à la deuxième volet de cette étude-là, qui était un volet plus qualitatif, de dire comment ensuite, à partir de... Et c'est là où c'est très intéressant aussi pour les PAT, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va travailler, donc il y a évidemment une position de façon claire des coopératives agricoles sur leur territoire, et on voit l'effet quantitatif, mais on a aussi travaillé avec Vertigo, et que vous voyez dans le visuel à côté, un recueil qui permet de travailler sur l'aspect quantitatif, et donc comment renforcer encore son ancrage territorial au travers de 4 axes. Donc la dimension économique pour continuer à s'ancrer sur leur territoire et augmenter encore le taux de retour économique, mais aussi sur une dimension sociétale, donc enfin sociale, on va dire, l'emploi, ou les autres actions qui peuvent être sur des crèches, sur le travail sur l'emploi des personnes en situation handicapée, ou à l'insertion, par exemple. La dimension territoriale, une coopérative, on le dit, en fait, son territoire est inscrit dans ses statuts, donc elle ne peut pas bouger de toute façon, et les agriculteurs ne peuvent pas emmener leur champ à l'autre bout du monde. Et donc, effectivement, leur première action, c'est de développer leur territoire, parce qu'elles savent que demain, elles y seront toujours. Donc, il y a cette troisième dimension, et ensuite une quatrième dimension, qui n'est pas hiérarchie, mais qui est la dimension environnementale, clairement, puisque les coopératives travaillent sur leur territoire, et elles ont un intérêt fort à le préserver, à s'engager dans les transitions. On parle de biodiversité, on parle de carbone, on parle d'eau, etc., etc. Et donc, on a identifié sur la base des 9 coopératives qui avaient été individuellement impliquées dans le dossier, tout un travail de recueil de bonnes pratiques pour engager un meilleur ancrage qualitatif. Et c'est là où nous, on travaille avec les PAT derrière pour permettre que dans les PAT, l'activité des coopératives soit bien mieux identifiée. Donc ça, c'est la situation régionale, puisqu'on a une 50aine de démarches territoriales. Et donc, montrer comment une coopérative, dans le cadre des PAT, peut renforcer l'action des PAT. On en parlait hier dans une réunion régionale. Bon, il y a plein d'actions qui peuvent être menées. Il y a évidemment l'action alimentaire, on va dire, qui est la première étape, mais aussi toutes les autres actions autour de la transition, de l'installation, de la valorisation des produits, de la relocalisation de filières, etc. J'ai à peu près fini, donc sauf si je peux, je ne connais pas le temps, ou s'il y a un temps pour les questions. Bon, mais sur le temps de présentation, c'est parfait, Philippe. Merci beaucoup. La question territoriale et puis cette dernière diapo, c'est une invitation au dialogue, hein. C'est comme ça qu'on l'avait voulu, Philippe. Désolé d'avoir coupé les premières, mais Oui, non, mais c'était ça m'a perturbé. pour avoir une Désolé. forme d'homogénéité et de règles communes entre toutes les personnes qui présentaient. Une première question d'Hélène, je ne vois pas de nom de famille. Concernant les indicateurs économiques, le CA et la valeur ajoutée ne reflètent pas la rentabilité. Pourquoi ne pas avoir également pris un indicateur de type EBE, excédent brut d'exploitation, ou résultat, qui sont donc des formes de résultats au-delà du chiffre d'affaires? C'est une question qui s'est posée déjà tout à l'heure, que Élodie Blanchard pour la ceinture verte s'est elle-même posée. Alors, pourquoi? Alors, déjà, dans une coopérative, le résultat net comptable n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque l'objectif justement d'une coopérative, de ne pas faire de bénéfices, mais de tout renvoyer à leurs agriculteurs, donc à leurs associés coopérateurs. Donc, de toute façon, le résultat dans une coopérative est un très mauvais indicateur. Et alors, pourquoi le chiffre d'affaires? Bon, parce que c'est quand même un indicateur assez macro qu'on utilise très régulièrement. Alors, valeur ajoutée OBE, en fait, la valeur ajoutée est plus robuste
que le BE, puisque bon, on est encore plus sensible sur le BE. Donc on a pris la valeur ajoutée qui est une valeur à peu près, comment dirais-je, à peu près conjointe, enfin qui est conjointe puisque c'est une valeur comptable, mais qui est très directement liée à ce qui vient retourner au territoire, plus que le BE, qui implique aussi un certain nombre d'éléments liés à la structuration elle-même des investissements, alors que la valeur ajoutée, on est plus caractéristique du taux de retour au territoire en fait. Voilà pourquoi ces deux indicateurs-là. Oui, alors avant la question que j'ai citée, on avait une question évidente pour les porteuses de pâtes qui sont présents, qui est la question de l'échelle. Philippe, vous êtes évidemment la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Votre Oui. étude, elle est à l'échelle régionale, nouvelle région, donc Oui. macro-régionale presque. Oui. Oui. Or, il y a près de 50 démarches alimentaires de territoire en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, dans quelle mesure votre méthodologie pourrait être réemployée, s'appliquer ou être circonscrite territorialement à un territoire de pâtes, puisque c'est un peu la martingale que nous cherchons quand nous sommes porteurs de pâtes. Exactement. Alors après, ce qu'il faut avoir, donc en fait, la méthodologie, elle remonte la chaîne de valeur, elle la descend pas. Donc ça, c'est certainement un travail qu'il faudrait qu'on a évoqué d'ailleurs avec Vertigo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle impactaire, il va sommer. C'est-à-dire si on repart, en fait, on va prendre l'exemple d'une boulangerie. On va on va vendre une baguette à 1 euro. De cette baguette-là, on va ajouter donc dans le modèle le prix de la farine qui va être acheté sur le meunier. Donc si c'est dans le territoire géographique, on va l'additionner. Et ensuite, on va regarder le prix d'achat du blé. Et si le blé vient du territoire, on va l'additionner. Puis après, on va regarder où sont les salariés, etc. Donc en fait, le modèle, il valorise l'amont de la chaîne, c'est-à-dire où est-ce que se font les dépenses. Mais à ce stade-là, ce modèle-là ne travaille pas sur la partie commercialisation. C'est-à-dire qu'effectivement, que vous vendiez en local, à Paris ou à l'export, ça n'influe pas sur ce modèle-là qu'on a utilisé. Après, c'est effectivement des réflexions qu'il y a eu avec Vertigo pour voir comment, alors peut-être pas sous cette forme-là, mais sous une autre forme, comment l'ancrage territorial peut aussi se regarder non plus au regard d'où vienne la valeur finale, mais où est-ce qu'elle va après l'activité marché. Et après, donc effectivement, l'ancrage territorial, c'est évidemment que la maille géographique qu'on a prise nous, qui était la maille régionale, pour différentes raisons, elle était parce que c'était la région qui finançait, parce que comme on avait des coopératives dans l'ensemble du territoire, on a pris cette maille-là. Après, effectivement, on peut réduire cette maille géographique en disant, mon activité qui est basée sur mon PAT, je vais regarder l'ancrage territorial et le modèle impactaire sur l'échelon territorial, enfin l'échelon de la maille géographique du PAT. Après, c'est plus de contraintes, parce que ça veut dire qu'il faut encore plus aller chercher dans le détail de la destination des acteurs économiques en haut de la chaîne. Est-ce que mon salarié, il est dans mon PAT, il n'est pas dans mon PAT? Est-ce que mon fournisseur, il est dans ce PAT, enfin dans la maille géographique du PAT, etc. etc. Donc c'est plus de travail, puisque en fait la maille géographique est plus fine, mais c'est complètement utilisable dans un schéma comme ça. Une question en provenance de la Normandie de Valérie. La part des productions commercialisées sur le territoire fait-elle partie des indicateurs étudiés? On l'a un petit peu évoqué, la part des productions. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, le modèle impactaire tel qu'il était construit, en fait, il remonte la chaîne. Il ne regarde pas l'aval. Donc nous, dans ce travail-là qu'on a fait, effectivement, quand on vendait une tonne de tomates, puisqu'on a travaillé notamment avec Valprime, donc Rougeline, effectivement, cette tonne de tomates, qu'elle soit vendue localement ou en France, ne changeait pas l'ancrage territorial, puisqu'on considérait que, en fait, ce qui était intéressant, c'était la valeur créée, donc la valeur vendue, pour le coup, et non pas où est-ce qu'elle a été vendue. Après, effectivement, on le vend sur le territoire. Il y a certainement un travail encore plus important de création de valeur. Merci Philippe. Donc finalement,
Il y a C'est une autre c'est question ça. là. La question pour nous, c'est la couture en fait entre une logique de PAT et une logique Hum, d'opérateur économique. C'est un choix éditorial qu'on a fait ce matin. L'équipe France Pat, de ne proposer que des indicateurs réalisés par le monde économique lui-même pour voir hum. quel est l'écart et quel est le dialogue à établir avec les porteurs de pâtes. Et donc la question que repose Fabienne Leroy, c'est un peu celle-là. Comment on peut faire pour combler l'écart entre les indicateurs que vous pouvez établir, vous, monde économique, par exemple, les coopératives, et puis les PAT? Est-ce qu'il y a une appétence? Est-ce que Euralis ou Maïs Adour se dit à un moment, moi, à l'échelle des Pyrénées-Atlantiques, j'ai envie d'essayer d'aller plus loin pour établir et circonscrire territorialement? Il y a une envie d'aller vers des échelles territoriales, un dialogue parmi les adhérents, Philippe? Oui, alors c'est évident. Alors, déjà au PAT, on multiplie hein, les acteurs économiques sur un territoire. Donc ça veut dire qu'il faut déjà voir chaque acteur économique et lui demander son ancrage territorial. Donc après, on peut prendre les acteurs majeurs. Effectivement, vous avez évoqué Maïs Adour. Et c'est plutôt simple. En fait, une fois qu'on a le canevas économique, en fait, on choisit, on va dire, je ne prends que mes acteurs économiques dans mon modèle amont, pardon, et je vais prendre que ceux des Landes et je ne vais pas prendre ceux des Pyrénées-Atlantiques ou ceux de Bordeaux, etc. Et donc, on peut effectivement adapter ce modèle-là à une maille géographique plus ou moins fine en fonction du volume qu'on a. Après, le travail, et ça c'est plutôt le travail de Vertigo, de dire on va plutôt non pas regarder micro acteur par acteur, mais peut-être l'ensemble des acteurs économiques sur un territoire qui vont être sommés, et on va regarder ensuite et ils vont extrapoler. Ça, je pense que des gens comme Vertigo sont certainement en mesure de travailler sur un dossier comme ça. Ce qui est intéressant, c'est néanmoins pour les PAT hein, de prendre conscience dans des acteurs économiques importants, alors qui sont plus ou moins majeurs. Hein. On a des coopératives agricoles qui sont d'une taille toute petite, hein, qui sont quelques salariés, quelques coopérateurs avec une dizaine de coopérateurs. Je rappelle que 95% des coopératives sont des tailles TPE ou PME. Donc, on est quand même plutôt des petites tailles, et donc ça permet d'identifier quand même que ce sont des acteurs économiques sur des échelles de PAT, alors qui sont d'ailleurs plus ou moins grands. Hein. On a des PAT qui sont d'échelle départementale ou infradépartementale. Donc c'est à regarder effectivement pour voir cet ancrage-là. Et plus globalement, c'était aussi de dire, et ça rejoint un peu mon introduction, que dans la structuration, en fait, hein, mais je sors peut-être un tout petit peu de ce que je voulais dire, et merci de remettre cette carte, c'est que les coopératives peuvent être des outils pour créer un peu comme les SKIC, hein, des filières locales avec un modèle coopératif dédié aux agriculteurs, dans lequel les agriculteurs sont les vrais pilotes de l'action. Donc, finalement, dans le vocabulaire des collectivités territoriales, on part de temps agent pour réaliser, temps TEM, PS, agent pour réaliser une mission. Euh, Quel est votre retour d'expérience là, de l'étude que vous avez faite avec Vertigolag? Est-ce que vous savez donner une mesure du temps agent pour réussir sur une coopérative d'une taille moyenne là, que vous nous indiqueriez, qui est nécessaire pour faire cette analyse sur ce modèle-là? Aujourd'hui, en fait, on a mis en place, on pourra le mettre, je pourrais le mettre dans le chat, hein, un calculateur automatisé. Donc, en fait, on a calé un petit peu le modèle impactaire adapté au modèle coopératif. Et ensuite, la coopérative, elle peut rentrer en ces chiffres et elle peut facilement évaluer son ancrage territorial. Et elle choisit sa maille, en fait. Effectivement, elle choisit sa maille départementale, régionale. Ça lui demande, elle, un peu de travail en amont, niveau comptable, mais c'est totalement automatisé, totalement gratuit. Et en plus, les coopératives, enfin les acteurs territoriaux n'ont pas d'implication là-dedans. Donc c'est assez facile de demander à une coopérative, si elle collabore avec un PAT, de faire ce travail elle-même. Très bien. Et donc, si on ne connaît pas toutes les coopératives de son territoire ou qu'on ne veut pas en louper, Philippe,
où est-ce qu'on peut trouver l'adresse régionalement ou départementalement des coopératives? C'est sur le site de la coopération, des coopérations régionales? Oui, ça, il faut, enfin, en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, mais on a une fédération régionale dans tous les territoires. Après, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'une coopérative n'a pas son siège sur la circonscription du PAT qu'elle n'intervient pas dessus. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant d'aller, quand les PAT font le travail d'identification des acteurs dans le diagnostic initial, d'aller identifier bien les acteurs économiques, dont les coopératives agricoles, qui sont quand même sur un PAT, puisque c'est souvent en zone rurale, un acteur majeur, de celles qui pourraient intervenir. C'est pas parce qu'elles n'ont pas encore une fois, c'est pas parce que le siège n'est pas présent que il n'y a pas une activité économique forte sur ce territoire-là. Sachant qu'elles peuvent avoir aussi des outils aval de transformation derrière. En effet. Et puis une question de Amalia Quadra. Alors, j'ai une question dans le chat. En revanche, est-ce que ça peut s'adapter avec l'entreprise agroalimentaire? Alors, le modèle impactaire, il n'y a pas de sujet, et évidemment, il peut s'adapter, hein, et d'ailleurs, il l'utilise de façon macro, mais ça pourrait aussi s'utiliser de façon micro chez Vertigo pour une seule entreprise. Après, le modèle que nous, on a mis en ligne et dont je vous le donnerai l'adresse pour regarder le calculateur automatisé, lui, il est vraiment spécifique parce qu'encore une fois, enfin, le modèle coopératif et là d'organisation juridique, il est très particulier puisqu'en fait, on n'a pas de fournisseurs. Ce sont les associés coopérateurs qui sont fournisseurs, qui ont une activité territoriale forte. Et donc, on a des modèles de calcul, notamment sur les bilans, qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'une entreprise commerciale classique. Excusez-moi. Oui. Oui, allô? Oui, Oui. je ne sais pas si du coup. Allez-y, Amalia. Pardon. Allez-y. Je suis désolée parce qu'en fait, j'arrive un petit peu en fait un peu maintenant, malheureusement, j'ai pas pu venir avant. Donc je sais pas si la question que je vais poser a peut-être été déjà abordée. Je vois qu'effectivement, vous parlez de dépasser la question de la restauration scolaire pour engager au-delà en fait de côté alimentaire. Il y a la méthanisation qui est très en vogue en ce moment, mais qui m'interroge par rapport à la consommation, parce que je ne me rappelle plus exactement des chiffres qu'un professionnel qui développait cette filière m'avait donné, mais ça consomme quand même aussi des terrains agricoles, parce que les seuls apports en fait de déchets organiques en fait n'est pas suffisant des exploitations agricoles. Et du coup, moi, la question qui m'interrogeait, c'était savoir est-ce qu'il faut faire forcément des filières de méthanisation? Est-ce qu'il y a des politiques qui favoriseraient plutôt la méthanisation sur place, sur l'exploitation agricole, comme on peut se faire d'électricité chez soi? Et quelle réflexion en termes d'impact est faite à l'échelle des chambres d'agriculture? Parce qu'il y a quand même la FNE, France Nature Environnement, par exemple, qui a déjà fait j'avais lu, parce que je m'étais intéressée pour les offres d'emploi dans ce côté. Et donc voilà, c'était pour savoir un petit peu sur vraiment l'intérêt qu'il pouvait y avoir en dehors du côté qu'on sait que ça peut être économiquement rentable, mais en fait sur le côté en fait autonomie, vraiment une autocritique en fait de cette approche-là. Vous savez ce qui se fait ou pas? Alors, je suis C'est pas un une forme grand de question spécialiste. sur la circularité, Philippe, d'une certaine Oui, manière, tout si à je fait. reformule. Oui, alors je ne suis pas un grand spécialiste de la méthanisation aujourd'hui. En revanche, ce qu'on peut dire, effectivement, le problème de la méta, c'est d'arriver à avoir une alimentation en déchets méthanisables à peu près régulièrement. Donc, effectivement, la première étape, c'est évidemment les déchets, qu'ils soient des déchets ménagers, qu'ils soient des déchets industriels, qu'ils soient des déchets d'exploitation, notamment les déjections animales. Après, effectivement, parfois, ils peuvent être complétés, alors pas toujours, hein, ils peuvent être complétés par des cultures dédiées pour alimenter effectivement les méthaniseurs. Alors, ces cultures dédiées, hein, donc effectivement, qui sont peut-être Alors ça, sur la première partie, il n'y a pas de problème. Bon, c'est que du déchet. Donc il y a au contraire une économie de la circularité qui est complètement organisée, qui est très vertueuse. En revanche, effectivement, on peut se poser la question quand on va commencer à vouloir faire des cultures dédiées. Mais ça, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais elles sont quand même très bien encadrées. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas non plus. Je crois que c'est que 15% de mémoire de l'alimentation du méthaniseur qui peut être utilisé en culture dédiée. Donc, l'idée, effectivement, c'est de ne pas mettre de concurrence entre des filières à vocation alimentaire vers des cultures à vocation énergétique. Donc, ça peut se faire, c'est très bien encadré.
Je ne suis pas le plus grand spécialiste. En région Nouvelle-Aquitaine, il y a des spécialistes et métanaction de mes collègues de l'FNCUMA, mais ça peut se retrouver par ailleurs. Ouais, malheureusement, quand vous dites c'est très bien encadré, oui, effectivement, on peut dire ça, sauf que personne n'est regardant. J'essaie de retrouver le mail dans lequel j'avais trouvé les chiffres, mais juste en fait que c'est très énergivore en termes, enfin, ça demande beaucoup de matière organique. Alors c'est regrettable parce que là j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je suis désolée, et que j'aurais bien Mais aimé sortir les effectivement, chiffres en fait en question, mais j'ai pas trouvé. Allô? Est-ce que je crois qu'il y a un souci oui, de connexion? Vous m'entendez? Vous oui, m'entendez? on vous entend bien, mais il va être temps pour nous de passer à la présentation suivante, Amalia. Donc éventuellement, Philippe pourra vous D'accord. donner une info sur le chat. Et puis si vous-même vous faites référence à une étude, une évaluation, vous pouvez nous la partager dans le chat. Ben, Philippe, en je vous fait, invite à malheureusement, répondre je ne peux pas à la accéder au question. chat. Je n'arrive Eh pas bien, à écrire dans le chat. Oui, vous moi non pourrez plus, on écrire est à plusieurs, à Philippe mon avis, à Sommel. pas pouvoir. Ouais. Le Team, il y a un problème avec Team, en fait, Microsoft Team. Bien. Eh bien, Paul Mazran, mon collègue, est dessus à côté sur le sujet du chat. Je ne sais pas si on va réussir à le solutionner pour certains et certaines. Philippe, vous voyez la question de Patrice Gauthier, qui est vice-président de Dinan Aglo. Je vous invite à lui répondre, si possible, Oui, par écrit. sur le chat? D'accord, je répondrai dans le chat. Sur le dans ces chat, cas-là. ouais, par écrit. Ok. Patrice Gauthier. Je passe désormais la parole à Emma Plouchard de Tram pour la dernière étude. Emma, c'est à vous. Qu'est-ce que Tram pour commencer? Oui, bonjour à tous. Donc Emma Plouchard, oui, je suis chargée d'études à Tram et basée à Lyon. Qu'est-ce que Tram? Tram, c'est donc une organisation nationale à vocation agricole et rurale. C'est une association qui accompagne des collectifs d'agriculteurs dans différents projets de transition, la transition alimentaire. C'est le sujet sur lequel je travaille à Tram principalement, justement. La transition agroécologique, les transitions humaines et organisationnelles, et aussi des sujets qui concernent tout ce qui est externalité positive. Donc moi, à Tram, j'anime le projet Interomvar Impact. C'est un projet qui vise à mesurer les impacts économiques et territoriaux de différentes modalités de circuits courts. Ce n'est pas tant ce projet que je vais vous présenter ce matin, mais plutôt l'un des outils et indicateurs économiques qui va être utilisé justement dans ce projet. Et donc pour ça, je vais m'appuyer sur les résultats d'une étude qui a été menée par Tram, par l'INRAE et par le réseau des magasins de producteurs de PACA en 2021, qui utilisait déjà cet indicateur, donc le coefficient multiplicateur de l'achat local, sur 5 magasins de producteurs dans le Luberon. Je ne vous parle pas des résultats du projet Impact que j'anime parce que justement, on n'a pas encore de résultats puisque les expérimentations auront lieu cet hiver. Mais on réutilisera cet indicateur économique. Et les résultats, on pense arriver à des résultats qui soient similaires. Donc voilà, l'indicateur que je présente, c'est le coefficient multiplicateur de l'achat local. Ça fait suite à la présentation de Philippe, puisque c'est une application plus microéconomique du coefficient multiplicateur de ce qu'il a pu présenter. Donc le concept de multiplicateur, justement, il était initialement pensé plutôt dans un cadre macroéconomique. Et il y a eu des travaux, notamment de la New Economic Foundation, un groupe d'économistes anglais, qui ont adapté ce concept et ces travaux de multiplicateurs à l'échelle macro pour les rendre pertinents à un usage à un niveau local ou à l'échelle d'une organisation, d'une entreprise. Donc, ces travaux, ils ont été repris au travers de différents projets qui visaient à développer des indicateurs économiques adaptés aux circuits courts. L'objectif, c'était d'améliorer la connaissance des impacts économiques des circuits courts et aussi de disposer d'arguments chiffrés pour communiquer sur des impacts positifs qu'on pressentait, enfin justement sur des impacts qu'on pressentait positifs et de démontrer qu'ils avaient une dynamique économique intéressante à un niveau territorial. Donc, il y a eu un premier projet en 2018, le projet MacPro, qui réunissait 18 partenaires du développement agricole et rural. Et dans ce projet, il y avait un volet justement mené par Tram et le centre de recherche INRAE de Montpellier qui a déjà utilisé cette méthode du calcul du coefficient multiplicateur de l'achat local sur un magasin de producteurs. Donc, il y a eu une première utilisation en 2018. Ensuite, il y a eu une deuxième utilisation en 2021 avec une étude leader dans le Luberon, donc toujours avec un partenariat entre Tram et l'INRAE. Et là, ils ont testé la méthode sur 5 magasins de producteurs.
Et puis, le projet donc Interromvar Impact, on a encore réadapté, retravaillé la méthode qui a démarré et on va donc réutiliser le calcul du coefficient multiplicateur. Donc l'intérêt de cet outil, c'est de pouvoir évaluer l'impact des dépenses d'un acteur économique en identifiant les flux monétaires qui proviennent de ces dépenses et qui restent sur le territoire étudié. Donc ça permet de connaître les transactions qui sont effectuées par l'organisation et d'observer toutes les transactions qui en découlent. Donc on va tracer l'argent qui est issu d'une transaction en distinguant 3 niveaux différents. C'est le schéma que vous voyez du coup sur la slide. Le premier niveau, ça correspond à la dépense d'un consommateur effectuée dans un magasin de producteur. Dans un magasin de producteur ou autre organisation, là je dis magasin de producteur parce que c'est ce qu'on a étudié. Ensuite, l'argent passe, donc l'argent à ce premier niveau passe du consommateur au magasin. Dans un second niveau, les dépenses du magasin sont analysées pour connaître la part de l'argent qui est réutilisée pour effectuer des dépenses en local. Et le troisième niveau, on continue de tracer cet argent en observant la manière dont il est dépensé sur le territoire. Donc, on va étudier les dépenses des salariés du magasin, s'il y a des salariés, et des producteurs. Donc, c'est vraiment toutes les dépenses des exploitations agricoles qui bénéficient de l'argent du magasin qui vont être étudiées et on regarde à chaque fois quelles dépenses restent au niveau local. Donc, à la fin, on obtient un multiplicateur économique qui a un score compris entre 1 et 3. Plus le score se rapproche de 3, plus l'effet multiplicateur sur le territoire qui est induit par la transaction initiale est fort. Au niveau du périmètre qui est étudié avec cette méthode, là, le score il est calculé en prenant en compte 2 rayons, des zones géographiques de 30 et de 80 km à vol d'oiseau autour du magasin. Donc, on a 2 scores, un score à 30 km et un score à 80. Alors, pourquoi c'est ces périmètres-là qui ont été choisis? En 2021, sur l'étude Leader, il y a eu une enquête auprès des clients du magasin pour essayer de voir quelle était leur perception du local. Et c'est ce rayon de 30 km autour du magasin qui était ressorti. C'était important d'utiliser leur perception du local parce que justement l'objectif de l'étude, c'était de cibler les clients et de leur montrer les bénéfices qu'ils avaient à consommer dans un magasin de producteurs. Donc c'est pour ça que ça s'est appuyé sur leur perception. Et puis le rayon de 80 km, qui est plus grand mais toujours acceptable par les différents acteurs considérés comme local et qui permet d'avoir une comparaison qui est intéressante. Et dans la méthode qui avait été développée justement par ce groupe d'économistes anglais dont je parlais au départ, ils conseillaient d'avoir 2 rayons de comparaison. On peut passer à la deuxième slide, Florent. Donc, au niveau des résultats qui sont ressortis de cette étude, donc je le disais, le calcul du coefficient multiplicateur de l'achat local, ça permet d'obtenir un score qui est compris donc entre 1 et 3. Et là, les scores qui ont été obtenus, ils étaient donc entre 2 et 2,5 sur un rayon de 30 km et entre 2 et 2,8 sur un rayon de 80 km sur les 5 magasins étudiés. Comment on les interprète? Donc pour 1 euro qui a été dépensé dans un magasin de producteur, si le score final est de 2,5 euros, pour 1 euro donc dépensé dans un magasin, on dit que ça entraîne entre 2 et 2,5 euros de dépenses supplémentaires sur le territoire situé dans un rayon de 30 km autour du magasin, en cumulant donc toutes les dépenses locales qui ont été réalisées aux 3 niveaux que je citais précédemment et en les rapportant à la dépense initiale des consommateurs. Et donc, pour interpréter un multiplicateur de l'achat local de 2,8, on dit que pour 1 euro dépensé dans le magasin de producteurs étudiés, 1,8 euros sont injectés dans l'économie locale. Autrement dit, le montant total des dépenses locales sur les 3 niveaux est égal à 2,8 fois le montant qui a été initialement dépensé par le consommateur. Donc ça, c'est pour le score final que le calcul et que la méthode donne. Ensuite, quand on analyse un peu plus qualitativement la nature des dépenses et les acteurs auprès desquels les producteurs dépensent, on peut voir que ça bénéficie fortement à l'économie du territoire et notamment des petites et moyennes entreprises. Donc ensuite, on voit la part des dépenses auprès des ETI, donc c'est des entreprises de taille intermédiaire, et puis des GE, donc les grandes entreprises. Donc, ce qu'on a pu étudier en regardant la part des dépenses locales des exploitations agricoles, c'est que les producteurs locaux effectuent leurs achats essentiellement auprès des petites et moyennes entreprises, donc des coopératives agricoles, des entreprises qui fabriquent des emballages, etc. et qui, elles-mêmes, par leur ancrage territorial, vont permettre à leur tour une recirculation locale des richesses.
Ensuite, si on regarde au niveau des fuites et des dépenses qui ne sont pas locales, il y a eu aussi une analyse qualitative en 2021 pour comprendre pourquoi certaines dépenses ne pouvaient pas rester sur le territoire. Ce qui a été vu, c'est que ça correspondait à un choix ça pouvait correspondre à des choix de plein gré pour des questions tarifaires ou de praticité de l'achat sur Internet, par exemple, et ou à des choix par défaut, puisqu'il n'est pas toujours possible et forcément souhaitable aussi de trouver le bien ou le service sur le territoire. Donc pour les choix volontaires et qui sont faits de plein gré hors du territoire, ça va concerner par exemple des engrais, de l'outillage, des emballages à moindre coût. Et il y a certains producteurs qui évoquent notamment le fait qu'ils préfèrent se faire livrer plutôt que de faire des trajets évitables. Et c'est pour ça que l'achat sur Internet revient régulièrement. Donc c'est intéressant d'avoir cette photographie des dépenses des producteurs. Pour une collectivité, ça peut permettre d'identifier les besoins des acteurs locaux, des agriculteurs locaux, pour pour les aider à renforcer leur impact économique territorial. Et on voit que la place sur Internet prend beaucoup de place. On peut imaginer des solutions pour réduire cette part, une coordination des acteurs entre eux pour des achats groupés. Mais aussi, on peut imaginer que la collectivité soutienne des domaines d'activité nécessaires à la production agricole sur son territoire. On peut passer à la slide suivante, ouais. Super. Donc au niveau de la réplicabilité pour un PAT, ce type d'étude, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'évaluer donc l'intérêt au soutien et à la promotion des circuits courts sur son territoire. Souvent, hein, ça fait partie des axes des PAT, le soutien aux circuits courts. Si par exemple, il y a une action qui vise à soutenir ou à permettre l'émergence d'une modalité de circuit court, avec cette méthode, on montre que ça permet de créer, d'entretenir une dynamique locale économique intéressante. Ça permet aussi de disposer voilà, de chiffres pour démontrer l'intérêt de continuer à appuyer la relocalisation de l'alimentation sur son territoire. Ces chiffres, ça appuie les acteurs en circuit court et ça, en disposant d'arguments sur l'impact positif de ces circuits, et ça leur permet de communiquer sur leur intérêt et les bénéfices territoriaux qu'ils apportent. Et puis voilà, de valoriser et communiquer sur son PAT. Alors, qui peut réaliser l'étude? Donc, il y a des guides hein, qui existent, qui sont issus du premier projet MacPro. Il y a un autre guide qui va sortir en 2025 avec la méthode qu'on a réutilisée pour le projet Impact. Ça reste une méthode qui est très chronophage quand même, puisque ça demande d'étudier, comme je l'ai dit, toutes les dépenses et donc la comptabilité des agriculteurs. Donc, c'est quelque chose qui est assez long. Ce que j'ai marqué là, il faut compter environ 1h30 à 2 heures par producteur, à multiplier par le nombre de producteurs qui sont enquêtés dans le circuit court que vous étudiez. Donc, si par exemple, on a un magasin de producteurs avec, je ne sais pas, 30 associés, si on décide d'en étudier 15 à 20 pour que le score final soit représentatif des dépenses locales des producteurs, il faut compter voilà, peut-être 2 heures par producteur. Et puis, il faut avant cela aussi étudier la comptabilité du magasin. Donc voilà, ça reste des temps d'enquête qui sont assez chronophages et assez longs. Et par contre, ce qui est possible de faire aussi, c'est possible de pas forcément aller aussi loin, mais plutôt de s'arrêter à la deuxième phase, c'est-à-dire, par exemple, où va l'argent, comment le magasin de producteur redistribue l'argent, où va l'argent des commerces. Donc là, on aurait juste besoin de s'arrêter au bilan comptable du magasin, et ça donne déjà une première idée qui est intéressante, même si voilà, vous n'avez pas un score voilà, finalisé comme ce que je viens de présenter. J'en ai terminé avec la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup Emma, c'est super. Il nous reste tous ensemble un quart d'heure de toute façon, donc un quart d'heure pour poser des questions à Emma, puis pour conclure. Est-ce que vous avez, donc de la part de Emmanuel Mounier, est-ce que vous avez globalement constaté les mêmes scores en général sur les 6 magasins de producteurs enquêtés dans le Luberon, ou même au-delà en France, maintenant que vous êtes dans la démarche impact au-delà du Luberon? Et notamment, est-ce qu'on voit des différences entre les magasins de producteurs en milieu rural ou en milieu urbain?
Et bien justement, c'est l'intérêt de reproduire encore cette étude cette année avec le projet Impact sur différents territoires en France. Donc dans le Luberon, en 2021, c'était sur 5 magasins de producteurs dans le Luberon. Les résultats étaient assez similaires entre les 5 magasins. Et cette année, on va mener l'enquête sur 4 magasins qui seront sur des territoires très différents, justement certains sur des territoires assez ruraux et d'autres sur des territoires très urbains au contraire. Il y aura un magasin dans la métropole de Lille, il y aura un autre magasin pas très loin d'Albi dans le Tarn. Donc là, ça va permettre de pouvoir comparer entre territoires urbains et ruraux. Est-ce qu'il y a des scores différents? Mais pour l'instant, on n'est pas en capacité de le dire. Alors, je vois, avez-vous évalué le multiplicateur des autres circuits de distribution dans le Luberon? Non, ça n'a pas été fait. On s'est vraiment concentré sur les magasins de producteurs. À savoir que cette année, avec le projet Impact, il y aura d'autres modalités de circuits courts qui seront étudiées, notamment des AMAP et une coopérative agricole aussi. Mais ce sera pas avec cette méthode-là. Tous les différentes modalités de circuits courts qui vont être étudiées auront chacune leur méthode. Justement, la coopérative agricole qui sera étudiée, ils vont reprendre l'outil de mesure d'impact qui a été présenté par Philippe précédemment. Et pour les AMAP, c'était plus compliqué on voyait moins d'intérêt à produire à répliquer la méthode du coefficient multiplicateur sur une AMAP, puisque l'argent passe directement du consommateur au producteur, et donc il y a seulement 2 niveaux, et on voyait moins d'intérêt de répliquer ça sur ce circuit court. Dans la dernière diapo, Emma, vous faites une proposition sur la possibilité de s'en tenir à la simple comptabilité du magasin de producteur, c'est bien ça? Oui. Est-ce que cette analyse de premier niveau vous permet d'accéder à l'information dans cette diapo-là centrale, avec le figuré central, qui est l'implication des types d'entreprises, de fournisseurs ou pas? On sait que les élus de PAT sont très sensibles à l'implication et l'engagement du tissu économique local, petites et moyennes entreprises et ETI. Eh ben, tout à fait, puisque si on s'arrête à l'étude du 2e niveau, on va regarder donc quelles sont les dépenses du magasin de producteur sur le chiffre d'affaires total du magasin de producteur, comment ce chiffre d'affaires est redistribué finalement. Donc on va voir qu'il y a une large partie d'ailleurs du chiffre d'affaires qui va directement aux producteurs. Ensuite, il y a une autre partie qui va aux fournisseurs et une autre partie qui va aux salariés s'il y a des salariés, et puis une autre partie qui paye des impôts, des taxes, l'électricité, enfin, toutes ces charges. Et donc sur les fournisseurs, on est en capacité de regarder justement si ce sont des fournisseurs locaux et si auprès de qui le magasin effectue ses dépenses. Donc, pour le connaître, au-delà d'une expérimentation spontanée telle que vous l'avez effectuée dans le Luberon, la solution peut être pour un porteur, une porteur de pâtes de contractualiser afin que le temps homme pour l'analyse de la comptabilité puisse être dédié finalement. La solution et le branchement entre votre méthodologie et une disposition enfin, et un porteur de pâtes pourrait être celui-là. Oui, ça pourrait être celui-là, tout à fait. Puisque voilà, comme j'ai dit, ça demande. Déjà, il y a un temps d'appropriation de la méthode déjà qui peut être un peu long. Après, avec les guides méthodologiques qui sortent de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on a affiné la méthode avec, que TRAM et en collaboration avec l'INRAE a affiné les méthodes, c'est de plus en plus simple, je pense, d'appropriation, mais ça reste assez lourd quand même. Et oui, on peut imaginer des contractualisations pour qu'il y ait un soutien en ingénierie pour mener l'étude. Excusez-moi, j'ai une question parce que moi, je n'arrive ni à lever la main ni à écrire dans le chat. C'est Élodie Blanchard. Élodie, vas-y. J'ai une question. Si finalement,
est-ce qu'il y a déjà, petit 1, est-ce qu'il y a une grande variabilité selon les magasins de producteurs, finalement, du coefficient multiplicateur? Et est-ce que, d'après toi, une fois qu'on en aura fait, je ne sais pas moi, une vingtaine ou une trentaine, est-ce que de toute façon, on ne trouvera peut-être pas toujours le même résultat? Est-ce qu'il va y avoir une très grande variabilité? Et donc, est-ce que ça vaut le coup que chacun refasse la même chose sur son territoire? Alors que peut-être il suffira de dire, bon, bah, c'est bon, on l'a fait sur des territoires très différents par rapport à la question qui avait été posée. Et on sait que à chaque fois que vous allez installer un magasin de producteur, ça ne sert à rien de passer 3000 ans à prouver. On l'a prouvé, quoi. C'est ma question. C'est un peu controversé, mais... Ce qui Non, est une autre manière de poser la question de Valérie, qui veut savoir si le mode d'organisation et la taille des magasins a une influence sur les résultats. Donc, quelque Ouais. part, en résumé, est-ce qu'il y a une typologie qui peut être établie sur un premier round de magasins, permettant ensuite de ne pas refaire la preuve? C'est une très bonne question. Justement, d'où l'intérêt de refaire cette étude et de réutiliser cette méthodologie-là en 2025 avec le projet Impact sur des magasins de producteurs assez différents que ce qui a été fait dans le Luberon. On va pouvoir observer justement en fonction du caractère rural, urbain ou de si c'est un magasin de producteurs avec 10 salariés ou si c'est un magasin de producteurs sans salariés, s'il y a des grosses différences. Et ce sera intéressant de comparer les résultats. Et oui, je suis assez d'accord sur le fait que si finalement on observe des résultats qui sont très proches, est-ce que, enfin, on peut se satisfaire des résultats déjà existants pour ne pas avoir recommencé l'étude sur tous les magasins qui souhaiteraient le faire. Voilà. Euh, Il y alors, avait une il y avait question d'autres questions dans le... sur Ouais. la localité, sur la circulation de la valeur, la possibilité ou pas que cette valeur puisse être non fiduciaire ou prenne la voie d'une monnaie locale. Est-ce que c'est apparu dans le Luberon? Puis ensuite, je passe la parole après cette question à Philippe, qui a une question également. Alors, c'est pas quelque chose qui a été fait sur le territoire étudié et on va pas étudier cette question-là non plus. C'est pas un critère qui va rentrer en compte dans l'étude du projet Impact. Donc, je suis pas en capacité de vous répondre plus précisément que ça sur la monnaie locale. Je sais pas si... Enfin, l'objectif de la monnaie locale, c'est en effet à chaque fois de redépenser localement pour faire circuler la monnaie localement. Là, finalement, enfin, ça pourrait venir renforcer d'autant plus l'impact d'un magasin si un magasin utilisait cette monnaie. Voilà. Philippe? C'est pas une question, c'est juste pour illustrer la demande sur la variabilité. Nous, ce que j'avais dit, hein, dans le cadre du travail, on a fait sur 10 coopératives à titre individuel, puis après on a construit un modèle d'extrapolation. Et donc, en fait, les résultats, on a à peu près 20% d'écart entre les coopératives selon leur, comment dirais-je, selon les cas, alors qui peut être lié à plusieurs choses, hein, qui peut être lié à leur filière, qui peuvent être liés aussi à leur organisation interne. Et donc, c'est ça qui fait la variabilité. C'est pour ça qu'en fait, on avait fait, première étape, les DICOP, après on a extrapolé, mais on a quand même créé un modèle simplifié. Alors donc, on va pas, enfin, on sera une espèce d'intermédiaire entre, pour une coopérative, le chiffre que je vous donnais qui est de 15, et puis une COP individuellement peut retravailler quelque chose d'un peu plus précis que le chiffre global. Donc c'est pour ça qu'on avait 3 trucs, l'individuel avec un gros travail, l'individuel avec un calculateur simplifié et un calculateur, enfin, comment dire, une valeur moyennée sur l'ensemble des 250 COPT à partir des bilans qu'on pouvait trouver sur Internet avec des extractions automatisées. Voilà. Merci Philippe. Nous avons également sur le sujet de la typologie et enfin, de la reproductibilité d'une analyse ou pas, une remarque d'Antoine Fesneau qui indique que non, en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, c'est très différent selon les magasins en fonction de l'offre, du lieu, de la zone de chalandise, la situation de propriétaire des locaux ou pas, et du taux de commission. Donc, un avis peut-être un peu
interrogatif sur la duplicabilité d'une méthode d'un territoire à l'autre, même sur deux départements mitoyens et à peu près avec la même structure géographique. Élodie, je te vois acquiescer, c'est des territoires que tu connais, ça t'évoque des choses en particulier? Non, non, mais c'est que je prends ça en considération par rapport à ma remarque précédente sur, en effet, est-ce que on pourrait enfin, dire que d'un territoire à l'autre, c'est pareil, quel que soit l'endroit, une fois qu'on aura fait un petit panel. Là, j'ai l'impression, en tout cas, ce sera à vérifier, hein, c'est ce que disait je vais voir, Emma, non? Emma. Emma. Peut-être qu'il faudra vérifier tous ces éléments-là. Et en effet, je ne me rends pas compte que, en quoi est-ce que ça change le fait qu'en effet, il y ait des taux de commission différents. Est-ce que ça va faire beaucoup varier le coefficient multiplicateur ou pas? Je pense que ça fait partie des choses, il faudra, enfin, voilà, qui seront intéressantes à suivre quand vous allez analyser vos futures enquêtes. Oui, c'est vraiment un résultat qui sera issu en tout cas du projet Impact et une question à laquelle on pourra répondre beaucoup plus précisément l'année prochaine du coup. Mais dans tous les cas, un magasin de producteurs, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau 2, donc quand l'argent passe du magasin au producteur, enfin, justement, le chiffre d'affaires du magasin, dans tous les cas, il est récupéré en grande majorité par les producteurs du magasin, puisque ce sont eux qui sont propriétaires du circuit de distribution. Donc ça, d'un magasin à l'autre, normalement, il y a pas trop d'écart quand même. Après, c'est plutôt la propension des producteurs d'un territoire à dépenser justement au niveau local ou pas. Et donc de la typologie des dépenses des producteurs qui peut être différente. Bien, et donc pour aller vers la conclusion, on a Isabelle Descloseaux nous pose un peu la même question qu'on se pose à chaque intervention. Avez-vous été sollicité par des PAT, alors à commencer par le Luberon, désireux de connaître l'impact de leur action ou souhaitant accéder à des analyses économiques pour eux-mêmes pouvoir attester de l'impact économique des magasins de producteurs ou par extension des circuits courts de leur territoire? Alors, je suis pas sûre de ma réponse puisque c'est mes collègues qui avaient fait cette enquête et donc peut-être qu'ils ont été sollicités par des PAT. Je sais que l'étude, elle avait été voilà, largement diffusée, les résultats dans le Luberon et auprès des collectivités. Donc, il y a vraiment... Enfin, les collectivités, ça fait partie des cibles hein, de ces productions d'études. Après, je ne suis pas en capacité de vous dire si un PAT a déjà sollicité TRAM pour que TRAM mène une telle enquête sur son territoire. En tout cas, encore une fois, les collectivités sont des cibles encore du projet Impact là qui est mené cette année. Et Terres en Ville, d'ailleurs, fait partie de ce projet Inter-Envar Impact et justement vont aider ce lien entre collectivités porteuses de PAT et les résultats qui seront issus des mesures d'impact sur les circuits courts. Absolument. Si parmi les 125 que nous sommes, il y a un PAT qui a fait cette démarche d'aller vers tram sur un des territoires, c'est le moment de s'exprimer. Sinon, eh bien, il est 10h29, donc on va aller vers la conclusion. Merci à tous les trois pour votre proposition et vos présentations. Euh, ce qui ressort, c'est que les méthodes, en fait, le monde économique n'attend pas non plus les PAT pour s'outiller et commencer à travailler. C'est la question des indicateurs d'impact. Ce qui ressort également, c'est que le chemin entre les indicateurs que vous développez et ceux que les PAT se donnent eux-mêmes ou que l'État leur demande, dont l'État leur demande de se doter, notamment dans le niveau de labellisation numéro 2, bah, cet écart est plus ou moins grand. Donc, on a vu la question des emplois créés. On a vu des indicateurs sur le revenu qui, eux, ne trouvent pas de débouché dans la logique des PAT. En revanche, la question de la circularité
de la richesse locale, de la captation locale de la valeur ressort beaucoup avec des questions d'échelle et de territoire qui ne correspondent pas nécessairement, puisque vous, Philippe, la coopération, et vous, Emma, à Tram, vous regardez plutôt un rayon géographique plutôt qu'un territoire institutionnel. Et donc là, il y a peut-être une question pour les porteuses de pattes de retourner vers leur élu en leur demandant si il est acceptable finalement de dissocier ou de trouver des rapprochements, puisque le mieux est l'ennemi du bien, entre des aires géographiques générales et puis le rayonnement de leur territoire. Patrice, je vois que tu commentes, et effectivement, Philippe Sommer t'a répondu. Je vous invite, si vous le voulez, après une petite pause, à aller vers l'atelier suivant, le dernier atelier. Je n'arrive pas à enlever mon écran, qui est consacré à Pâtes et santé. À Pâtes et santé, merci, qui démarre à 11h, c'est bien ça, qui sera le dernier webinaire de la séquence avant de vous retrouver peut-être un jour en physique, la réponse en 2025. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et tous.